Merci, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Comme vous l'avez tous souligné, l'année 2023 a été marquée par une crise de l'immobilier qui a eu pour conséquence de faire chuter les recettes de DMTO, particulièrement dans notre département. On peut critiquer, et à raison, le gouvernement actuel d'être à l'origine de la perte d'autonomie financière des départements en s'accaparant du contrôle de presque toutes les recettes directes. Comme vous l'avez souligné, le montant global de la fiscalité directe a diminué de 50% en 2023 du fait de la suppression de la CVAE actée par la loi de finances pour 2023. Et c'est inquiétant pour la liberté et pour l'autonomie des départements qui sont pourtant un service public très proche et apprécié des habitants. On pourrait aussi critiquer la légèreté de la BCE qui a fait marcher la planche à billets pour créer de la masse monétaire qui ne correspondait à aucun travail, avec pour conséquence une forte inflation. Certes, d'un point de vue fiscal, cette inflation a permis d'augmenter les recettes de TVA, mais elle a aussi contraint les banques à augmenter ces taux d'emprunt tout en contractant les salaires. Je lis qu'il y a eu aussi une diminution de 56% des recettes liées à l'investissement en bureau. Mais si le volume des transactions a fortement diminué, ce n'est pas seulement en raison de l'augmentation des taux d'emprunt et de la réticence. C'est plutôt peut-être la réticence des banques à produire des prêts en l'absence d'apports solides, mais aussi peut-être qu'elles pensent que cet investissement est risqué depuis la crise Covid et le développement du télétravail. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions critiqué l'investissement coûteux réalisé sur l'immeuble SoWork. Le département sait faire pourtant de bons investissements. Celui de la réhabilitation du stade Yves du Manoir de Colombes en est un. Et je le souligne aussi, il coche toutes les cases de la transmission à travers son histoire, à travers la mise à disposition d'un outil pour la jeunesse et surtout à travers sa construction écologique et sa durabilité pour les générations futures. Ce n'est évidemment pas avec un compte administratif et des chiffres que l'on pourra dire que cet investissement est rentable, mais puisqu'on se dote d'un agenda 2030 avec des objectifs de développement durable ambitieux, on se doit de voir les choses un peu autrement. Idem pour les excédents budgétaires, longtemps considérés comme une bonne gestion par le département. Nous nous félicitons qu'une grande partie de l'excédent ait été utilisée pour les Alto Séquanais. Avoir plus de 400 millions d'excédents était une anomalie pour une collectivité et pas forcément un bon signe. On peut faire l'analogie avec les comptes administratifs des collèges. Si jamais les collèges de département ne dépensent pas la majeure partie du budget qui leur est alloué, ils subissent un écrêtement. Évidemment, pas d'écrêtement pour le département, mais cet excédent suscitait l'incompréhension compte tenu des besoins, comme l'a souligné mon collègue M. Timothéo, voire il suscitait la convoitise d'un gouvernement qui ne parvient pas à gérer sa propre dépense et qui surévalue ses recettes. Il était donc important de diminuer ce fonds de roulement. C'est donc un nouveau défi que devra relever le département. Comment conserver son indépendance financière vis-à-vis d'un État qui s'est accaparé le contrôle de presque toutes les recettes directes. Et quand on voit l'évolution des comptes administratifs avec des recettes qui vont peut-être baisser durablement et des dépenses qui vont être à la hausse, avec le reste à charge pour le département des allocations individuelles de solidarité, et la nécessité évidemment d'investir beaucoup pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut quand même s'interroger. Peut-être qu'on peut aussi trouver une source d'opportunité pour développer des stratégies nouvelles de financement. La solution de facilité, pour moi, serait d'avoir recours à l'emprunt auprès des banques qui, il ne faut pas l'oublier, ont leur part aussi dans cette crise de l'immobilier. Ce n'est pas le fait de s'endetter qui nous inquiète. Au contraire, la monnaie perd beaucoup de sa valeur avec le temps et il est plutôt conseillé de s'endetter. Là, les taux sont encore bas, ils étaient plus bas avant. Mais à l'heure où nous devons investir massivement pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre la pollution, pour la sauvegarde de la biosphère, il est regrettable d'être contraint de demander aux banques centrales d'imprimer de nouveaux billets, banques qui vont à nouveau s'enrichir sur les intérêts sans prendre de risques en nous prêtant de l'argent et utiliser ces gains pour les investir dans de nouveaux projets à forte empreinte carbone. Donc c'est un triste paradoxe que de devoir faire ça. Alors comment générer de nouvelles recettes sans avoir recours à l'emprunt auprès des banques? Il y a des solutions que j'imagine vous avez envisagées, sachant que 2,2% de l'énergie totale consommée par le territoire alto-séquanais y est produite. On pourrait utiliser la société d'économie mixte locale de l'énergie, créée astucieusement par le département, pour favoriser le développement de production d'énergie renouvelable et de récupération et en faire une source de recettes, soit en revendant l'électricité,
ce qui est autorisé par la loi, soit en autoconsommation, facilitée par la nouvelle loi APR. Avec la généralisation des voitures électriques, on pourrait imaginer de recouvrir une partie des voies départementales, et voire des pistes cyclables, c'est déjà fait à Fribourg en Allemagne, pour les recouvrir de panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, le photovoltaïque est l'énergie la plus rentable actuellement. On pourrait aussi faire appel aux dons ou au financement participatif pour ce genre de projet. Le crowdfunding est quelque chose qui existe aussi dans certains départements et l'idée serait de solliciter massivement les entreprises les plus polluantes qui ont souvent aussi généré le plus de profits dans notre département. Ce serait une sollicitation volontaire, qui ne serait donc pas une taxe, mais une compensation climatique et sociale, et elle éviterait peut-être d'avoir recours à l'emprunt tout en aidant les entreprises polluantes à rembourser leur dette carbone vis-à-vis de la société. Ce serait donc une justice pour l'argent, car l'argent public ne doit pas servir qu'à réparer ce que d'autres ont détruit pour réaliser des profits. Un dernier souhait pour ce compte administratif, le coût carbone des recettes et des dépenses n'est pas précisé. Je sais que ce n'est pas le but de l'exercice, mais il existe et qu'il existe désormais un budget vert qui est un outil intéressant, mais malheureusement insuffisant. En effet, la cotation des dépenses favorables ou défavorables à l'environnement est aujourd'hui faite de manière macro sur de grandes masses, ce qui conduit à privilégier la cotation neutre, car on agrège dans les mêmes périmètres des dépenses cotées favorables et défavorables. En outre, certaines des dépenses sont cotées neutres parce qu'il n'est pas possible d'identifier leur utilisation finale en raison du nombre de lignes de crédit ou parce qu'elles financent un projet ou une politique par l'intermédiaire d'un opérateur. Chaque dépense, chaque financement devrait non seulement faire l'objet d'une étude d'impact chiffrée, avec évidemment des indicateurs établis, mais aussi d'une contre-expertise pour vérifier si les projections environnementales des études d'impact sont exactes. Il n'est pour l'instant pas possible de s'assurer que les engagements financiers sont efficaces par rapport à leur contribution effective à la transition écologique. Les études d'impact pourront permettre de revoir peut-être certains dispositifs qui se révéleraient décevants par rapport aux objectifs, d'éventuellement ajuster le budget et ainsi d'être sûr d'aller dans la bonne direction. Voilà, je vous remercie. Merci.